Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aujourd'hui à cette rencontre qui est une deuxième rencontre qui a lieu dans ce même espace du 53 Chaussée d'Arc. Aujourd'hui, nous sommes le 24 juin. Et nous allons continuer de parler de la question du rapport entre ce qu'on appelle le féminisme, mais ce n'est pas vraiment cela, mais c'est la solidarité, avec notamment le rôle, la place et l'apport des femmes en priorité. Et nous faisons cette rencontre autour de la personne de Simone Gbagbo, qui est une femme qu'on ne présente plus, qui a œuvré avec beaucoup d'efficacité, de panache et surtout de force dans la restauration de la Côte d'Ivoire à travers le Fonds patriotique ivoirien, qu'elle a présidé à un moment donné, mais dont son mari, Laurent Gbagbo, a été le président également. Et nous allons ensemble analyser au travers des introductions de Mme Marie-Louise Etekio-Tabela et de M. Tony Busselen comment nous pouvons préparer la journée du 31 juillet, parce que l'objectif de cette rencontre, c'est de préparer la journée du 31 juillet, qui est la journée internationale de la femme, décrétée comme une des journées par les Nations Unies. Et nous allons faire en sorte que cette femme particulière le 31 juillet 2018 soit Simone Gbagbo, et qu'au travers d'elle, nous puissions rendre cette journée internationale de la femme autre chose que du folklore habituel. Et je voudrais avant tout remercier aussi le COGEP, donc le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, dont le président de la section de Belgique, Jacques Sabi, est l'organisateur de la présente rencontre. Il va nous introduire tout de suite. Et après cela, nous allons regarder un petit film qui, en fait, relate ce qui a déjà été fait en 2016, il y a presque 2 ans, à Paris, justement dans le même état d'esprit que ce que nous souhaitons faire le 31 juillet 2018 à Bruxelles. Merci, chers frères combattants de tous les jours, Moïse Esso, et je te remercie beaucoup, l'homme de tous les combats, celui-là même qui aimerait que l'Afrique soit émancipée, l'Afrique puisse s'émanciper. Non, il est dans tous les combats. Et donc, bientôt, et grâce à lui, et grâce aussi à ses camarades, nous allons avoir une place à l'honneur de Lumumba, ici, le 30 juillet. Donc, je voudrais vraiment remercier Marie-Louise Eteki, et je voudrais aussi remercier Tony. C'est grâce à Tony et que j'ai connu Marie-Louise, et j'ai connu aussi Moïse à travers notre ami Sorès, qui n'est pas là aujourd'hui. Mais c'est à travers Tony que j'ai connu Moïse, qui m'a invité, parce que nous militons dans le même parti politique. Donc c'est comme ça que nous nous sommes rencontrés. Et nous nous sommes rencontrés autour d'un point important. Le point important, ce qui me plaît ici en Belgique, c'est qu'en Belgique, ils arrivent toujours à trouver des compromis, quel que soit le problème. Et donc pourquoi pas nous, qui sommes ici, arriver à nous entendre sur quelque chose qui peut nous unir. Notre maman Simone Gbagbo peut nous unir. Et donc, lorsque Marie-Louise m'a appelé et Tony m'ont interpellé, afin qu'on puisse organiser une journée à l'honneur de notre maman, Charles Blé Goudé ne demande que ça. Et le 31 juillet, c'est la journée des Nations Unies de la femme africaine. Et Marie-Louise, qui est une féministe engagée, souhaiterait que cette journée soit consacrée à notre maman Simone Gbagbo. Donc, je n'ai pas hésité. Et le COGEP, lorsque j'ai en parlé de cette mission à Charles Blé Goudé, Charles Blé Goudé nous a dit « Je suis auprès de Laurent Gbagbo ». J'ai été auprès de la Côte d'Ivoire lorsque la Côte d'Ivoire a été blessée, meurtrie par la rébellion. Je suis venu, j'ai abandonné mes études. Je suis venu pour militer auprès de l'institution ivoirienne et auprès de notre papa Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, je suis en prison avec lui à la CPI. Je suis encore à côté de lui. Vous qui êtes au dehors, vous qui avez cette chance d'être au dehors, soyez à côté de notre maman Simone Gbagbo. Et n'oubliez pas que le 17 mars 2018, l'UF COGEP en Côte d'Ivoire a organisé une manifestation en l'honneur de notre maman Simone Gbagbo. Donc je voudrais vous dire, chers camarades, chers frères, je vous remercie en ce jour important d'être là. Vraiment, je vous remercie.
Depuis 8 ans, notre maman Simone Evé Gbagbo est emprisonnée dans un bunker sans aucune nouvelle. Pas de visite médicale, aucune information. Elle est isolée de tout contact extérieur. Est-ce que nous qui sommes là aujourd'hui, en 2018, est-ce que ça peut exister? Très chers camarades, excusez-moi, en 2018, Simone Evé Gbagbo, qui a lutté pour le multipartisme en Côte d'Ivoire pendant 30 ans, est aujourd'hui en prison sans qu'on ait aucune information d'elle. Mais lorsque Charles Blé Goudé a appris cette nouvelle, il s'est dit non, nous devons nous mobiliser. Le 31 juillet, journée de la femme africaine, doit être consacrée à notre maman Simone Evé Gbagbo. Parce que, est-ce que ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas ce qui s'est passé hier? Ce n'est pas la nouvelle Gestapo en Côte d'Ivoire? Est-ce que Charles Blé Goudé, le président Laurent Gbagbo, on leur rend pas visite? Nous avons cette possibilité de leur rendre visite. Mais qui a la possibilité aujourd'hui de rendre visite à Simone Evé Gbagbo? Personne. C'est la nouvelle Gestapo. Et sans notre solidarité autour de notre maman Simone Evé Gbagbo, le pire risque d'arriver. Et c'est pourquoi je n'ai pas hésité à l'appel de notre maman aussi, Marie-Louise, et de Tony, et des Sceaux, le COJEP doit être présent. Donc cette conférence aujourd'hui, c'est pour vous mobiliser pour le 31 juillet. Ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Donc l'information doit passer. Quelles que soient nos divergences, il doit y avoir un dénominateur commun, qui est Simone Evé Gbagbo. Même si vous n'aimez pas Jacques, si vous n'aimez pas sa tête, que vous voulez le détruire, mais au moins Simone peut nous unir. Elle seule, elle peut nous unir. Pourquoi pas? Et la Belgique arrive à le réussir. Et nous sommes en Belgique. Mais pourquoi nous ne prenons pas l'exemple sur la Belgique? Ne militons pas pour la division. Militons pour la réconciliation. Non, je voudrais vous dire, chers camarades, chers amis, je vous prie que Simone Evé Gbagbo soit notre dénominateur commun. Que autour de Simone Evé Gbagbo, nous exigeons au gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara sa libération. Tant que Simone Evé Gbagbo n'est pas libéré, nous devrons être dans la rue. Tant que Simone Evé Gbagbo n'est pas libéré, nous devrons demander à l'Union européenne, à la Cour de justice internationale, à l'Union africaine qu'elle sort. Et c'est lorsque nous serons toujours dehors, chaque fois que nous serons dehors, que la communauté internationale, l'Union africaine, vont penser à elle. Tant que chacun de nous va rester à la maison, Simone restera le plus longtemps possible en prison. Je vous en prie. Soyons solidaires. Unissons-nous. La solidarité africaine, elle est où? C'est maintenant. Nous devons la cultiver. Et c'est ce que Charles Blé Goudé nous demande. La solidarité. Être auprès de notre maman Simone Evé Gbagbo. Comme lui, il est aujourd'hui auprès de Gbagbo. Chers amis, je voudrais en tout cas vous remercier. Vous remercier vraiment et surtout remercier Georgette qui s'est déplacée de Paris pour cette conférence. J'aimerais qu'on l'applaudisse. Donc je ne vais pas prendre le temps longtemps. Je vous demande qu'ensemble nous exigeons au gouvernement néocolonial d'Alassane Dramane Ouattara la libération pure et simple de notre maman Simone Evé Gbagbo. Je vous remercie. Sans condition, sans condition, sans condition. Merci Jacques, tu as tout planté, tu as planté tout le décor. Maintenant, il faut juste jouer la pièce qu'il faut jouer et chacun notre rôle. Nous allons donc commencer par rappeler celui qu'ont joué les femmes africaines à Paris en 2016.
Et après cette projection, nous allons entrer donc dans les introductions de Madame Marie-Louise Tekeo-Tabela et de Tony Busselen. Donc beaucoup d'attention pour écouter et se souvenir. Donc il faut d'abord rendre hommage à ces femmes qui se sont réunies en 2016 et dont l'action continue encore aujourd'hui. Et le livre de Madame Marie-Louise, Libérer Simone et Yves Gbagbo, que vous pouvez trouver là, et qui peut aussi être dédicacé à la fin, donc il faut, est en partie issu de cette réflexion et de cette action-là. Et c'est un peu cela que nous allons également présenter aujourd'hui. Alors, en 2 mots, je vais peut-être donner la parole à Madame Marie-Louise pour présenter Madame Gbagbo d'abord, et Madame Gbagbo seulement, ce qu'elle a fait, peut-être un petit peu son parcours, si c'est possible, en très peu de mots, avant d'entrer dans le vif du sujet. Merci beaucoup. Bon, écoutez, moi je suis contente, hein, chaque fois qu'on a l'impression que quelque chose peut se passer et qu'on ne doit pas, les gens ne doivent pas penser que les Africains ont oublié et qu'on peut faire de cette femme ce qu'on veut. Donc, moi je lisais un livre l'autre jour où on disait que Karl Marx avait 11 personnes à son enterrement. Et 1 an après, il y a eu 3000 personnes à la commémoration du décès de Karl Marx. Donc moi, je ne me décourage jamais, même si nous sommes que 3. La dernière fois, on était moins. J'espère que la prochaine fois, on sera beaucoup plus. En tout cas, nous avons 1 mois pour essayer de voir comment nous pouvons créer cet événement ici à Bruxelles le 31 juillet prochain. Donc, qu'est-ce que je dois dire? Moi, beaucoup de gens croient que je milite pour Simone Gbagbo parce que je connais Simone Gbagbo. Je ne connais pas Simone Gbagbo. Je ne l'ai jamais vue. On s'est raté probablement au Cameroun en 88 parce que je sais qu'elle est venue faire un stage au Cameroun. On s'est raté également probablement au Canada. Elle est passée aussi là-bas pour un séminaire en 89 quand moi j'y arrivais. Donc je connais un peu son mari que j'ai rencontré à une conférence. Il y avait dans les années 80 un de nos anciens qui est maintenant décédé, Abel Eyiga. Il organisait des conférences à Paris dans une semi-clandestinité. Et donc, Laurent Gbagbo est venu là pour présenter son livre quand il retournait en Côte d'Ivoire après son exil en France. Et donc, ce livre commence par la dédicace qu'il m'a fait sur ce livre parce que je lui ai dit, après qu'il ait exposé, je suis intervenu pour dire comment est-ce possible que vous décrivez le régime que vous combattez et le régime que vous voulez remplacer. Et vous ne dites pas qu'il ne s'agit pas juste d'une dictature. C'est de ça qu'il est toujours question aujourd'hui, combien d'années après. Il dit qu'il s'agit d'un régime qu'on appelle en sciences politiques le totalitarisme. C'est vrai que c'est un mot barbare pour dire le nazisme ou le fascisme. Mais tout le monde connaît ce que les Africains ont vécu de 1960 dans les années 90, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, on ne pouvait pas se lever pour parler politique. Et on vous envoyait dans des camps de concentration. Donc, je peux proposer que, Marie-Louise, tu enchaînes directement avec ton intervention, alors, comme ça... oui, donc c'était juste pour dire que moi je milite pour Simone Gbagbo, parce que pour moi, Simone Gbagbo représente les rares femmes déjà qui se lèvent en Afrique. Et je dis toujours que moi j'ai rarement rencontré une petite fille en Afrique qui me dit quand je serai grande je vais faire la politique. Parce que la politique elle est interdite en Afrique d'abord, c'était interdit à tous les Africains et aux femmes encore plus. On ne fait pas de politique. Donc moi je soutiens Simone Gbagbo pour ça, parce qu'elle a combattu, elle a consacré sa vie comme beaucoup de gens de notre génération qui ont donné leur vie pour qu'on sorte de ces régimes politiques. Et je disais l'autre jour à quelqu'un que ce que les Européens ont connu pendant 6 ans, ça fait 50, 60 ans qu'on nous applique.
ce régime dans les pays africains. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vienne dans des pays comme ici vous dire exactement? Sinon qu'on est en train de nous massacrer. Voilà, Winnie Mandela, elle a eu le même traitement. Et je vous assure, c'est une violence incroyable qu'une femme soit obligée de dire s'il n'y avait pas eu Winnie, il n'y aurait pas eu Nelson Mandela. N'obligeons pas Simone Gbagbo à dire ça. Parce que moi, je sais que quand les Ivoiriens parlent de Simone Gbagbo, tout le monde est choqué et scandalisé. Non seulement comment on l'a traitée en 2011, à la face du monde, mais qu'elle soit aujourd'hui, depuis 8 ans en prison, dans les conditions qu'on vient d'évoquer là tout à l'heure. Donc moi, je suis une nationaliste, panafricaniste, qui combat ces régimes politiques et je les combattrai jusqu'à mon dernier souffle. Je viens de perdre mon mari ici il y a 2 mois, parce que nous avons consacré notre vie à combattre ce régime dans notre pays. Et chaque fois que nous pouvons aller soutenir des gens qui combattent ces régimes politiques en Afrique, nous le faisons. Voilà pourquoi j'ai essayé de mobiliser ces femmes que vous avez vues là. Et voilà pourquoi je pense aujourd'hui que, malgré que je sois en deuil, on doit quand même essayer de faire quelque chose. Ce petit livre, pour sortir ce petit livre, ça nous a pris 2 ans de combat pour convaincre un éditeur où j'ai déjà publié 4 livres ou 5 livres, pour le convaincre que nous en avons marre de toujours faire des manifestations avec juste des flyers, comment on dit ça en français? Des flyers, des t-shirts, qu'on veut aujourd'hui, le 31 de cette année, avoir ce petit livre en main quand les femmes vont se lever pour dire libérer Simone Gbagbo. Ça m'a pris 2 ans de combat pendant que j'essayais de sauver mon mari. Donc j'ai perdu mon mari. J'espère qu'on arrivera à libérer Simone Gbagbo. Okay. Merci beaucoup. Alors, on va peut-être commencer alors par Tony qui va présenter ça. Aujourd'hui, le thème c'est la solidarité avec Simone Gbagbo, mais en même temps une solidarité africaine plus large et même mondiale. Tony, tu vas plutôt parler du rôle de l'impérialisme français dans cette problématique qui concerne aussi bien Simone, la CPI et tout le reste. Oui, pas seulement de l'impérialisme français, mais d'abord je veux dire que si Simone Gbagbo sera libérée, ce sera décidé au Côte d'Ivoire. Et c'est un combat qui sera mené au Côte d'Ivoire. Et donc ici, le totalitarisme dont on parle commence ici et existe ici, en Europe. Et donc notre combat, on doit le voir ici comme un soutien au combat pour le changement au Côte d'Ivoire, parce que c'est là que ça va se décider. Je veux un peu m'expliquer, j'ai un peu regardé la situation au CPI, parce que pour le moment, donc le procès de Laurent Gbagbo, du mari de Simone, entre dans une phase assez décisive, et c'est peut-être bien de voir un peu l'état de la situation et qu'est-ce que c'est le CPI, pour voir dans quel contexte les mois qui vont venir on va vivre. Hein. Mais d'abord, je veux encore dire, le plus important, c'est la mobilisation. Et pour ça, je veux, parce que je peux expliquer beaucoup, mais je veux dire quelque chose de pratique. Il y a au moins le 30 juin, le samedi prochain, il y a l'ouverture de la place Lumumba. C'est un moment où on peut être là avec un dépliant pour expliquer l'action du 31 juillet. C'est une suggestion. Deuxième chose, le 7 juillet, il y aura une très grande manifestation contre Trump. Donc le président américain qui va venir à Bruxelles. Et donc il y aura une très grande manifestation. C'est le moment d'être là, peut-être aussi avec un stand avec le petit livre et des tracts pour expliquer l'action du 31 juillet. Alors il y a le 31 juillet, et ensuite il y a le 8 et 9 septembre, la fête de Manifesta à Bredene, où on peut aussi avoir un stand
et peut-être intervenir dans des débats. Donc, c'est des moments où il y a des gens progressistes présents, et c'est le moment de soumettre le cas de Simone pour le grand public. Parce qu'ici, on est maintenant avec 15 personnes, mais là, il y a des milliers de gens qui ne savent pas, qui ne sont pas conscients, et on peut tirer leur attention à cette question. Donc ça, c'est une question pratique que je dis pour commencer. Mais alors, pour maintenant parler de la situation au CPI. Donc j'ai compris, j'ai un peu essayé d'être au courant. Donc le 1er juin, la procureure a dû clôturer la présentation de son évidence. Le 20 juillet, il y aura la prestation de la défense qui va expliquer pourquoi il demande l'acquittement. Le 27 août, il y aura la réponse de la procureure. Tout ça, c'est en fait expliquer leur rapport. Hein. Et le 10 septembre, et ça sera important, c'est le plaidoyer et donc c'est la session finale. Maintenant, le monde diplomatique écrivait encore en décembre 2017 qu'en fait le dossier est vide, qu'il n'y a pas vraiment des preuves qui prouvent qu'il y a eu un plan conscient d'organiser un massacre, parce que c'est ça l'accusation concrète. En fait, les juges ont averti la procureure en février que son évidence n'était pas assez forte, qu'elle avait un mois pour améliorer son évidence. Donc tout ça indique quand même que il y a une possibilité qu'il y aura acquittement. En tout cas, la question de Gbagbo et de tout ce qui s'est passé au Côte d'Ivoire, ça va être d'une façon ou d'une autre quand même dans l'actualité, et je trouve qu'on doit prendre l'occasion partout où ça se donne d'expliquer et de parler sur cette situation. Maintenant, sur le CPI, je veux seulement brièvement parler de 2 personnages qui sont importants. Le premier personnage, c'est Ocampo, qui a donc été Luis Moreno Ocampo, qui a été le procureur qui a en fait introduit le dossier contre Laurent Gbagbo et qui a défini aussi la stratégie de l'accusation du procureur. Et la deuxième personne, c'est Christine van den Wijngaard. C'est une juge qui, déjà en 2014, s'est retirée de la Chambre parce qu'elle n'était pas en accord. Elle disait qu'il y avait manque d'évidence. Je signale que c'est la même juge qui vient d'acquitter Bemba au début juin. Donc je veux brièvement dire quelque chose sur ces 2 personnes. La première personne, Ocampo. Je vais lire quelque chose qui a été mis dans tous les grands journaux, donc je ne vais pas raconter des secrets. Je vais lire quelque chose qui a été mis dans tous les grands journaux français et belges. La Libre Belgique, Le Soir, Libération, etc., ça a été mis là. Je lis qu'en octobre 2017, plus de 40 000 documents confidentiels, courriels, relèves bancaires, etc., obtenus par le journal Mediapart au sujet de Ocampo, ont été analysés par une dizaine de journaux dans le monde, auxquels ils ont été communiqués. Les révélations publiées par ces médias indiquent que Moreno Ocampo, qui représenta l'ONG Transparency International en Amérique latine et aux Caraïbes, a été détenteur de sociétés offshore aux îles Vierges britanniques, au Panama, au Belize et en Uruguay, alors qu'il était procureur à la CPI, et qu'il a tenté de le dissimuler. Donc son argumentation, c'était « mon salaire de magistrat n'était pas assez élevé ». C'était la façon de se justifier pourquoi il a essayé de dissimuler cette vérité. Un salaire qui s'élevait tout de même à 150 000 € par an net d'impôts, donc c'est quand même assez important.
il y a ça c'est une première fait sur ce monsieur. Ce qui est important, je signale qu'il a été, quand on met ici qu'il a représenté Transparency International, donc c'est une ONG qui va dire partout les richesses des dirigeants en Afrique, par exemple, hein, ou en Amérique latine. Donc il a été directeur de cette ONG dans les années 90. Pourquoi on met ça ici? Moi, je déduis que à partir des dossiers qu'il avait avec Transparency International, il a fait du chantage. Et il a ramassé une fortune avec ça. Parce que ça, c'est la raison pour comprendre ça. Deuxième fait qui est dans ce même article, ça c'est un article de la Libre Belgique, donc un journal vraiment grand bourgeois, néocolonial et tout ce qu'on veut, mais quand même, ils disent les faits. Donc Ocampo a été embauché en juillet 2017 par l'Organisation des États américaines pour enquêter sur le Venezuela en vue d'éventuellement constituer un dossier pour la CPI. Donc l'Organisation des États américaines, c'est un peu l'organisation néocoloniale avec laquelle les États-Unis contrôlent l'Amérique latine. Hein. Donc c'est un peu leur instrument et qui est fortement contre tout ce qui est à gauche en Amérique latine. Donc il a été embauché quelques mois avant que le scandale là, avec les 40 000 documents confidentiels a éclaté. Et un troisième fait, en 2015, Moreno Ocampo est devenu l'avocat de l'organisation Justice First, créée par le milliardaire libyen Hassan Tatanaki, qui soutient un des deux plus grands seigneurs de guerre en Libye, c'est-à-dire le maréchal Khalifa Haftar. Donc Moreno Ocampo gagnait avec ce contrat 2,55 millions d'euros en 3 ans. Et qu'est-ce qu'il devait faire? Deux choses. Il devait constituer des dossiers pour envoyer à la CPI les adversaires du maréchal. Et deuxième chose, il devrait mettre au point une stratégie permettant à échapper à toute poursuite de la Cour pour ce Tatanaki et ce Haftar. Et deux collaboratrices de la procureure Bensouda d'aujourd'hui, pourtant tenues au secret, ont donné des conseils dans ce sens. Donc, ce maréchal Khalifa Haftar, c'est un général de l'ancienne armée de Kadhafi qui, pendant 20 ans, s'est installé en Virginie, tout près de Langley, c'est le quartier général de la CIA, qui donc a collaboré, qui a travaillé pour la CIA, qui a été renvoyé par la CIA en Libye pour faire la guerre contre Kadhafi au moment que la guerre a éclaté. Et donc, là, on voit comment un type comme Ocampo, qui a joué un rôle central, parce que ce n'est pas un petit monsieur, ce n'est pas quelqu'un à côté, non, il a été procureur pendant entre 2003 et jusqu'à 2012, donc ça fait quand même 9 ans. Hein? Et donc c'est lui qui a en fait lancé les CPI et les accusations et les dossiers contre les gens accusés dans le CPI. Donc, comment un type pareil, il travaille avec la droite, avec l'impérialisme, hein? Vraiment avec la CIA. Donc, ça c'est une chose. Pour dire que, quand on entend parler de la CPI, on pense que oui, ça c'est une institution, tribunal, c'est la justice, c'est Madame Justice aveugle, hein, qui est juste et qui va punir les dictateurs, les mauvais dictateurs. Mais l'effet, c'est qu'en fait, ces pays est un... Moi, je suis marxiste, donc je dis, c'est la justice de classe, c'est un tribunal de classe. C'est le tribunal des forts de ce monde contre les pays faibles. Et donc... je dis ça pourquoi? Pour dire qu'il ne faut pas avoir l'illusion que l'impérialisme, et on est ici au cœur du système impérialiste, hein? Ici c'est le pouvoir, et que ici l'impérialisme, les instances impérialistes, le Parlement, la justice, n'importe quoi, va être clément. Ces gens ne sont pas cléments. Donc c'est un système
qui a voulu chasser Gbagbo pour des raisons politiques, économiques, géostratégiques, parce qu'il ouvrait trop le Côte d'Ivoire pour la Chine et pour d'autres choses. Il était trop indépendant. Alors, on a d'abord financé une rébellion, on a organisé la guerre, après on a organisé soi-disant une paix quand on ne pouvait pas la gagner, après on a arrêté, on a appuyé à fond la caisse la rébellion et on a arrêté, on a été intervenu pour arrêter Gbagbo et Simon Gbagbo en avril 2011. Donc, c'est un système qui a fait ça. Et donc, ce système ne connaît pas de clémence. C'est une question de rapport de force. Et seulement de rapport de force. Et c'est pour ça que je dis que ce combat ne peut être gagné qu'en Afrique même. Ce combat ne peut être gagné en Côte d'Ivoire même. Et on doit être conscient de cela. Et ici, on peut mobiliser pour renforcer ce combat. Pour que aussi les gens ici, le peuple ici, soient au courant. Parce que le peuple n'est pas au courant. Il y avait tout à l'heure Madame Georgette qui disait que même quand on allait chez les PCF pour parler de Simon Gbagbo, on était prudente. Pourquoi on était prudent? Parce que tous les médias ici racontent les mêmes choses et ils créent un consensus. Et pour aller contre ce consensus, c'est extrêmement difficile. Alors c'est justement ça. Les peuples en Europe, ils ne connaissent rien de l'Afrique. Ils ne savent rien. Ils savent la télévision, les images et ce que les médias racontent. Alors ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire, vous qui êtes ici, et vous connaissez mieux la situation. Il faut expliquer ça aux gens. Et c'est pour ça que je dis que, par exemple, cette manifestation de Trump, c'est une grande manifestation, il y aura beaucoup de monde. C'est quelque chose sur lequel on peut réfléchir, comment faire savoir le cas de Simon Gbagbo. Alors je veux seulement encore parler brièvement sur l'autre personne, pour être un peu dialectique. Christine van den Wijngaard, c'est la juge qui en 2013, ils sont 3 juges dans cette chambre de Laurent Gbagbo, et donc en 2013, ils étaient 2 pour avertir la procureure que son dossier n'était pas assez fort. En 2014, Christine van den Wijngaard, un des 3 juges, a dit que non, elle n'est pas d'accord. Elle n'était pas d'accord pour garder à La Haye Gbagbo. Donc elle disait que le dossier était trop faible. Alors, le deuxième personne qui avant était avec elle était très malade. C'était un juge allemand qui a suivi l'avis de la 3e juge. Et par hasard, cette 3e juge, c'est une ancienne collaboratrice de M. Ocampo. Donc, pour qu'on sache comment ça fonctionne. Maintenant, c'est Christine van den Wijngaard a de nouveau, début juin, acquitté Bemba. Donc, maintenant, tout le monde le sait, on ne sait pas, mais il y a une énorme différence entre le personnage de Bemba et le personnage de Gbagbo. Mais la question, c'est que Christine van den Wijngaard a constaté que le dossier de Bemba était trop faible et elle a été correcte. Donc là, c'est une dame, il faut savoir que c'est une 68 art. C'est une dame qui, quand elle était jeune, faisait la musique avec des chanteurs de protestation et qui a fait une carrière dans la justice et qui est vraiment intègre. Donc il dit que, comme la dame justice avec l'équilibre là, donc je vois quels sont les arguments d'un côté, quels sont les arguments de l'autre côté, et je juge. Et donc, c'est ça qu'elle a fait. Maintenant, le problème, c'est que moi, je crois que des gens pareils, ils existent et ils peuvent avoir une influence et il faut certainement les appuyer, mais ils jouent dans une pièce de théâtre où, en fait, le tribunal n'est pas la dame justice. Et donc ça, on a vu en 2013-2014, parce que là, en fait, Gbagbo aurait dû être déjà libéré. Et
donc je dis pour expliquer aussi un peu que c'est complexe, qu'on ne doit pas dire bon c'est un grand complot, non c'est pas comme ça. Il y a des pour et des contre, mais il faut savoir qu'en général le pièce de théâtre dans laquelle ces gens jouent, il y a beaucoup de services, il y a des forces qui font la pression, il y a des services qui font des choses. Un monsieur comme Ocampo, quand il est déjà en train de faire des histoires depuis 90, bon, il y a des services qui le savent et qui peuvent le dire, bon, maintenant tu vas faire ceci, tu vas faire cela, parce qu'on sait ça et ça sur toi. Donc, ça c'est le système, comment ça fonctionne. Il faut être vigilant envers ça et ne pas avoir des illusions. Donc, on a le projet d'aller dans le Parlement européen. Moi, je trouve qu'il faut bien savoir donc, que le Parlement européen, c'est vraiment pas un endroit où on décide quoi que ce soit. Donc, le Parlement européen, c'est une sorte de forum où il y a beaucoup de groupes de lobbying, mais les décisions sont prises en dehors du Parlement. Et donc, quand on va dans le Parlement, c'est un moment pour vraiment essayer de capter les médias et d'avoir l'attention. Et donc, ça c'est un. De deux, si on réussit d'aller dedans, on doit vraiment avoir un dossier factuel, très bien fait. Et dans ce sens, je crois que ce serait utile donc pour convaincre les parlementaires d'accepter qu'on vienne et les convaincre de la cause, de faire un dossier très factuel sur la situation de Simone Gbagbo, pourquoi c'est vraiment injuste qu'elle est en prison en Côte d'Ivoire. Et donc pour justifier devant les parlementaires à qui on va demander de nous accueillir l'importance de ce moment et d'avoir une sorte de conférence de presse à ce moment-là. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup, Tony. Merci. De toute façon, il y a d'autres choses qui vont être dites quand on va échanger. Donc, ce qui n'est pas dit maintenant peut être dit à ce moment-là. On ne doit pas tout dire en une seule fois. Et je vais passer la parole donc à Marie-Louise qui va se poser la question, quelle solidarité autour de Madame Gbagbo? Oui, bon, moi, je remercie beaucoup Tony parce que depuis que je suis en Belgique, il nous soutient et essaye d'être attentif à l'oppression africaine ici en Belgique. C'est vrai qu'il connaît bien la situation là-bas en Afrique, dans un pays comme le Congo, mais c'est quelqu'un qui est aussi attentif à ce que les Africains essayent de faire et à ce que les Africains essayent de dire ici. Donc, je veux juste réagir rapidement en disant que Moïse, qui est aussi notre interlocuteur dans l'établissement africain combative ou combattante à Bruxelles, a toujours beaucoup de mal à considérer notre féminisme. Donc il a commencé par dire qu'il ne sait pas si c'est du féminisme. C'est du féminisme de défendre Simone Gbagbo. Et nous avons toujours dit que par exemple, nous, on a un parti politique qu'on a créé au Cameroun qui s'appelle la Coordination des Forces Alternatives, créé par moi-même et par M. Eteki décédé. Ben, c'est un féministe, M. Eteki. Donc, il n'y a pas de honte à être féministe quand on est un homme. Parce que ça ne veut pas dire qu'on est transformé en femme. Ça veut juste dire qu'on essaye non seulement d'être attentif au combat des femmes, mais aussi d'essayer de voir que le monde pourrait peut-être un jour fonctionner sur les valeurs qui sont chères aux femmes. Ce n'est que ça le féminisme, hein. Ce n'est plus tellement les revendications, comme ils ont l'habitude de dire qu'on a eu tout ce qu'on voulait. Donc c'était juste pour répondre à ça, pour dire que la défense de Simone Gbagbo, on va le voir après dans mon texte, Simone Gbagbo, c'est une féministe, à notre avis.
Et alors, je voulais aussi réagir un peu quand Tony dit que le combat de libération de Simone Gbagbo va se gagner en Côte d'Ivoire. C'est là qu'on n'est pas tout à fait d'accord avec Tony, parce que ça a commencé sur la question de la solidarité. On a dit quelle solidarité, parce que il faut quand même convenir que les partis de gauche progressistes vraiment, et les communistes, et il fut un temps aussi un peu les socialistes, la social-démocratie, ont soutenu quand même les mouvements de libération nationale dans les années 50-60 en Afrique. Donc notre problème, quand on a commencé à réfléchir sur cette journée, sur cette libération de Simone Gbagbo, c'était pourquoi la solidarité entre ces mouvements et les combattants et les nationalistes africains, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Bon, Tony a l'habitude de me répondre qu'il y a eu quand même des avancées et que tous les pays africains ne sont pas arrangés au même niveau avec cette histoire du totalitarisme. Je suis d'accord avec lui. Mais nous, ce que moi personnellement j'ai vécu au Cameroun et en général en Afrique francophone, on a vraiment l'impression que c'est des pays qui fonctionnent sur le même pouvoir, ces États postcoloniaux là depuis les années 60. Et si nous avons maintenu ce combat jusqu'ici, et on voit le mal qu'on a à avoir simplement une élection crédible dans un pays qui fonctionne sous ce régime-là, c'est parce que nous connaissons aussi l'histoire un peu des idées politiques et des combats politiques en Occident. Et rien ne dit que les pays européens se seraient débarrassés du fascisme et du nazisme s'ils n'avaient pas été soutenus par l'extérieur. Bien sûr, il y a eu toujours des mouvements de résistance en Afrique, mais il semble bien que la résistance intérieure ne peut pas nous débarrasser de ce régime-là. Donc on a besoin que cette résistance-là soit soutenue à l'extérieur de nos pays. Et les gens qui s'offusquent que les Occidentaux interviennent dans nos pays, moi j'ai l'habitude de leur dire que bon, pourquoi ils ne s'offusquent pas quand ils soutiennent les États? Pourquoi ils s'offusquent uniquement quand ils soutiennent les combattants de la liberté? Donc nous sommes là pour dire que c'est sûr qu'en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui n'ont pas lâché et qui ne lâcheront pas Simone Gbagbo. Mais nous pensons que de la même façon que l'ordre de les déloger du pouvoir est arrivé d'Europe, pour ne pas citer précisément le pays concerné, nous pensons que l'ordre de libérer quelqu'un comme Simone Gbagbo ou de libérer tout ce que Tony nous a dit sur la CPI, si ces choses fonctionnent comme ça, c'est parce que les gens qui gouvernent, qui dirigent nos pays, mettent ces structures en place pour que ça puisse fonctionner comme ça. Donc il nous faut aussi mettre en place une solidarité avec les gens qui résistent à ce régime. Et donc moi je veux maintenant essayer de dire ce que je connais de Simone Gbagbo. Je voudrais, en fait, aujourd'hui, je voulais juste présenter ce petit livre qui est, comme vous avez vu, le résumé de ce qu'on a essayé de faire l'année dernière. Bon, avec quelques incursions quand même sur la vie, l'activité de qui est Simone Gbagbo. Et je disais tout à l'heure que ce livre-là, j'ai dû me battre 2 ans pour qu'on accepte de le publier. Donc notre problème aujourd'hui, c'est que pour préparer le 31 juillet, on a quelque chose en main qui change des supports habituels. Donc le 31 juillet, pour nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'il faut faire une fête? On sait que les Africains font toujours la fête, même en combattant. On mange et on boit et on danse.
Est-ce qu'il faut faire une fête le 31? Est-ce qu'il faut juste faire un anniversaire? Parce que cette journée du 31 juillet a été consacrée journée des Nations Unies pour la femme africaine, mais elle avait déjà été initiée en Afrique par des femmes africaines réunies à Dar es Salaam en 1962. C'était la première grande organisation panafricaine des femmes. Et elles avaient appelé ça la conférence des femmes africaines. Bizarrement, c'est un peu le sigle de notre parti politique. On a l'habitude de dire le CFA est mort, vive la CFA. Sauf que nous, c'est pas la conférence, c'est la coordination des forces alternatives. Donc, est-ce qu'on va juste fêter l'anniversaire? Bon, moi, mon souhait, ce serait qu'on essaie d'organiser vraiment un soutien massif à Simone Gbagbo. Mais vous voyez l'énergie qu'il faut pour réussir à rassembler déjà 50 ou 100 personnes. Alors, un soutien massif, ça va chercher quoi? 100, 200, 500 personnes, un millier de personnes. On avait dit, quand on a lancé l'initiative en 2016, on voulait 1 million de femmes dans la rue. On avait intitulé ça comme ça, la marche d'1 million de femmes dans la rue, parce que les Américains avaient déjà fait une marche d'1 million de Noirs dans la rue. Donc, comme dit Moïse, il faut les trouver. Donc pourquoi est-ce qu'il faut faire ça? Parce que nous savons l'importance qu'a l'opinion et les médias dans ces pays. Donc nous pensons que quel que soit le soutien des Africains en Afrique, en Côte d'Ivoire, si nous n'avons pas une telle manifestation ici, Simone Gbagbo connaîtra le même sort que tous les gens qui ont essayé de se lever contre ces régimes politiques, et elle finira en prison. Donc il s'agit d'organiser ce soutien massif, parce que il faut aussi que les gens... Pourquoi Simone Gbagbo a été traitée comme elle a été traitée? Je suis persuadée que c'est parce que le monde a peur du leadership des femmes en politique. Il faut arrêter d'avoir peur du leadership. Des femmes, moi j'ai l'habitude de leur dire que je ne connais pas un seul homme qui n'aime pas sa maman, sa mère. Et pourtant, il y a des mères qui sont plus ou moins exigeantes, mais c'est quand même, chaque personne aime sa mère. Donc nous, les femmes africaines, les femmes, les hommes épris de liberté, de justice, nous devons trouver les moyens de rassembler une masse critique ici à Bruxelles cette année pour essayer de faire bouger un peu les lignes sur la question de la libération de Simone Gbagbo. Je disais aussi à quelqu'un que la pétition pour faire libérer Laurent Gbagbo a eu 26 millions de signatures à travers toute l'étendue de la terre, on peut dire. Nous, la pétition que nous avons initiée pour la libération de Simone Gbagbo, après cette manifestation du Trocadéro, a eu 207 signatures. C'est des signatures qui viennent du monde entier, mais on n'en a eu que 207. Donc c'est pour dire qu'il y a là quelque chose qui se passe, quelque chose qui fait que le monde entier a peur des femmes leaders en politique. Ils ont peur du leadership des femmes en politique. Alors s'il faut présenter, dire qui est Simone Gbagbo, j'aurais voulu vous présenter Simone Gbagbo, femme politique. Et ensuite Simone Gbagbo, femme d'État. C'est un peu ça que j'aborde dans ce petit livre. Et ensuite, Simone Gbagbo, une intellectuelle engagée qui a essayé de faire la politique autrement. Les hommes ont saisi ce concept féministe, faire la politique autrement. Mais ils croient que c'est juste une question que parce qu'on est différent, donc eux ils font comme ils font depuis combien? Presque 3000 ans. Que les hommes managent les communautés humaines. Ils font la politique. Et ils pensent que quand les femmes disent « nous on veut faire la politique autrement »,
Ça a juste à voir avec le fait que nous sommes des femmes et ils sont des hommes. Mais non, c'est quelque chose qui va beaucoup plus loin que une question de différence de sexe ou de genre, comme on dit maintenant. J'expliquais à quelqu'un tout à l'heure que les révolutionnaires français ont guillotiné une femme qui s'appelait Olympe de Gouges en 1793 ou 9, je ne sais plus, parce que cette femme, à côté de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui sont passées et dont la devise qui a tendance à être planétaire maintenant est liberté, égalité, fraternité, ça fait 300 ans qu'on essaye de l'appliquer, mais on a l'impression que bon, ça piétine un peu. Cette femme avait proposé à la reine la Déclaration universelle des droits de la femme et du citoyen. Et la devise dans ces déclarations, c'est l'amour, la beauté et le courage. Voilà les principes fondamentaux du féminisme et des femmes en politique. Beaucoup de femmes, il n'y a pas beaucoup de femmes qui connaissent ça. Mais quand une femme fait de la politique, comme Simone Gbagbo a essayé de faire la politique autrement, vous retrouverez nécessairement dans son itinéraire, dans son profil politique, ces fondamentaux, ces trois principes fondamentaux. Alors on dit, bon, une femme politique, on ne fait pas la politique quand on n'a pas une pensée politique. Est-ce qu'il y a même dans cette salle une seule personne, peut-être Georgette, qui peut nous dire quelle est la pensée politique de Simone Gbagbo? Il n'y a jamais eu de livre. Le seul livre qu'il a été écrit sur Simone Gbagbo, c'est ce livre qui s'appelle Parole d'honneur. Il est sorti en 2007. Donc, il n'y a pas eu, après 2010, après 2011, il n'y a jamais eu un livre sur comment Simone Gbagbo entendait faire la politique et comment elle pensait cette politique-là. Mais ça, c'est comme ça que ça se passe. En Afrique, comme je disais tout à l'heure, la politique est interdite. Donc, on pense que la politique, c'est pas un métier comme être enseignant. Il faut être militant, il faut soutenir X, Y, Z. Et puis un beau jour, on est assez grand, on crée son parti politique. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Les partis politiques tels qu'ils existent en Occident, quand on vous dit c'est un parti de gauche, on sait quelle politique un parti de gauche va essayer de faire. Quand on vous dit que c'est la droite qui est au pouvoir, on sait la pensée de droite, quelle politique ils font, quels intérêts ils défendent. Donc, ce n'est pas pour dire que nous, on n'a pas de pensée qu'on ne pense pas, mais il faut avoir une pensée politique. Et j'avais mon professeur de philo, déjà, en classe de philo, qui disait que toute démarche scientifique, parce qu'il faut bien avouer que il faut bien dire et se rappeler que la politique, c'est pas juste le militantisme. Il y a une science politique. Parce que tout ce que Tony nous disait là, il y a des officines qui se consacrent à penser comment il faut maintenir l'Afrique sous domination. Donc ces gens, ils ont une pensée scientifique. Et mon professeur de philo nous disait toujours que toute démarche scientifique part du concret. Et je crois que les Africains ont retenu seulement le concret. On veut faire des choses concrètes. On ne sait jamais. Bon, alors, toute démarche scientifique part du concret. Et mon prof disait, le concret, c'est le choc à l'être. C'est-à-dire, dans toute démarche, dans toute pensée qu'on entrevoit, il y a à un moment donné quelque chose qui fait qu'on dit, ça ne peut pas continuer comme ça. On est choqué. Donc, on démarre, on commence à penser, à dire comment je vais faire, qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de là. Donc, je dis toujours que ça va chercher loin parce que les hommes, eux, ils font la politique depuis 3000 ans. Et l'histoire veut qu'ils aient exclu les femmes de la politique. D'abord, pourquoi ils ont exclu les femmes de la gestion, des décisions qui concernent en fait la vie des hommes et des femmes, l'organisation
et la pérennisation des communautés humaines. Pourquoi on a pensé qu'il fallait en exclure les femmes? Alors, à partir d'un phénomène aussi massif, aussi énorme, parce que ce n'est pas qu'en Afrique, quand je dis que je n'ai jamais rencontré une petite fille qui dit que quand je serai grand, je vais faire la politique. Ce n'est pas qu'en Afrique, c'est sur toute l'étendue de la terre. Alors, il faut, pour en arriver à faire la politique quand même, quand on est une femme et une femme africaine, il faut connaître l'histoire de vie de chacun. Donc, comme, moi, mon histoire de vie, je ne peux pas vous la raconter là en 10 minutes, parce que j'ai déjà même peut-être dépassé les 10 minutes. Donc, mon histoire de vie, il faudrait, c'est 71 ans de vie. Celle de Simone aujourd'hui, c'est 69 ans de vie qui sont évoqués dans ce petit livre de la page, à peine une dizaine de pages, 93 à 104. Bon. Alors, j'ai un professeur, un penseur camerounais qui a résumé ça en disant, pour penser, faire la politique, avoir une pensée politique en Afrique, ça revient à penser la condition postcoloniale, c'est-à-dire comment transformer l'aliénation en liberté. Et pour transformer l'aliénation en liberté assumée, il faut être choqué et il faut savoir ce qui menace chaque personne, ce qui nous menace de nous installer dans une sous-humanité. Et je dis toujours que nous les Africains, ça fait 500 ans qu'on nous a installés dans une sous-humanité. Le jour où il y a eu ce qu'on appelle la controverse de Valladolid, où le pape a décidé qu'il faut arrêter de massacrer les Indiens d'Amérique. On a un continent africain qui est tout vierge et qu'on peut continuer à aller massacrer les gens là-bas, s'il faut les exporter pour qu'ils aillent travailler, il faut organiser l'esclavage, etc., etc. Donc ça fait des siècles que nous sommes là-dedans. Mais quand Simone Gbagbo s'élève pour faire la politique, elle va devoir affronter cette situation. Et quand elle est 10 ans après ou 30 ans après présidente de la République avec son mari, et qu'elle décide en tant que femme d'État de bousculer un certain nombre de conformismes. Et ces conformismes-là dans nos sociétés sont mortels. Moi, j'ai dit que j'ai tellement adoré la coiffure de Simone Gbagbo le jour de l'investiture de son mari en l'an 2000. Elle y a été, comme elle est dans la nature, dans sa maison, avec sa coiffure, avec ses tresses. J'ai trouvé ça extraordinaire. Pour moi, c'était un signal fort. Mais aussitôt arrivée au pouvoir, en tant que femme d'État, Simone Gbagbo a dit qu'il fallait en finir avec les totalitarismes africains. Alors ça, c'est ça elle a signé son arrêt de mort en disant cette simple phrase. Je ne sais pas exactement à quel moment elle a dit, parce que moi, le reproche que je faisais à Laurent d'avoir publié son livre de 10 propositions pour gouverner la Côte d'Ivoire, est-ce que c'est 10 ou est-ce que c'est plus le titre du livre? Il m'a fait cette dédicace en disant ce petit ouvrage que je viens présenter ici plus ou moins clandestinement, et il m'a dédié ça en disant pour Marie-Louise Eteki, en espérant que ce petit travail pourra servir à notre lutte commune contre les totalitarismes africains. C'était en 89. Il semble que Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire en 88. Donc, je me dis, si Simone a dit qu'il faut en finir avec les totalitarismes africains, c'est après ça. C'est de 87 à ce qu'on les déloge du pouvoir. Ou alors Simone, dans son expérience, dans son militantisme en tant que syndicaliste, en tant que chercheur, avait déjà identifié, avait déjà eu ce choc à l'être. Donc quand elle dit simplement ça, ça veut dire
elle a déjà identifié de quel régime politique il s'agit. Et comme on sait que Houphouët régnait en maître absolu, à ces temps-là, il était impensable de poser la question sur la nature de l'État ivoirien qui passait pour le modèle de développement en Afrique à l'époque. Il n'y a que quelqu'un comme Mongo Betty qui a essayé de gratigner un peu ce pouvoir en Côte d'Ivoire en publiant un article, c'était même pas un livre, où il a dit « Africain si vous parliez ». Africain si vous parliez, ça veut dire qu'il nous a été interdit pendant 30 ans de parler politique et de parler des régimes que nous devions combattre et que nous avons continué à combattre dans la clandestinité. Pour la plupart des gens de notre génération qui avons été dans cette mouvance nationaliste, contestataire des régimes installés dans les années 60. Donc quand Simone dit qu'il fallait en finir avec les totalitarismes, elle est au pouvoir et elle pense que l'ordre politique, elle pense que la politique à ce moment-là consiste à déconstruire ces systèmes de pouvoir. Et les systèmes de pouvoir, il fallait les déconstruire à 3 niveaux. Il y a d'abord au niveau étranger, l'idéologie, tout ce que cette idéologie étrangère nous a amené depuis l'Église, la foi, les religions, jusqu'à concevoir même qu'en Afrique, il n'y avait jamais eu de démocratie. Donc, il fallait qu'on se développe d'abord, comme dira un président français, et que la démocratie, ça doit venir progressivement quand on sera développé. Sauf qu'en 50 ans, on ne s'est pas beaucoup développé, au contraire, on a même régressé. Donc, la question de la démocratie continue à se poser à nous 50, 60 ans après. Mais Simone Gbagbo dit qu'il faut déconstruire ces systèmes. Et je crois que c'est là que toute la diabolisation qui est venue la mettre à l'index, c'est parce que elle a dit qu'il fallait d'abord déconstruire ses pouvoirs au niveau idéologique. Et elle va déconstruire ses pouvoirs au niveau idéologique. Comment? En allant chercher dans la culture africaine, dans la civilisation africaine, des idéologies, une idéologie qui pourrait un peu requinquer un peu la pensée des militants du FPI et des militants ivoiriens. Donc il y a la déconstruction à ces niveaux-là, au niveau idéologique, puisque nous on n'est pas supposé en avoir. Donc la déconstruction au niveau idéologique des idéologies étrangères. Ensuite, il y a la déconstruction au niveau même politique, c'est-à-dire que nous avons hérité des systèmes politiques qui ont repris complètement les mécanismes de domination, de déshumanisation du colon, et ces systèmes politiques ont repris ces mécanismes à leur compte. Donc, on pense que les Africains, n'étant même pas considérés comme des humains, n'ont pas de droits. Alors comment on va faire la démocratie dans un pays qui n'a pas un état de droit? Donc il faut déconstruire toutes ces façons de penser la politique africaine. Et alors le troisième niveau de ce pouvoir, c'est au niveau de nos sociétés. Au niveau de nos sociétés qui sont de l'ordre de ce qu'on a appelé le pouvoir patriarcal. Donc on a installé les femmes dans une sorte d'humanité spécifique. On pense que les femmes, elles peuvent supporter toutes sortes de choses, elles n'ont rien à dire, elles sont juste là pour faire des enfants. On ne sait même pas ces enfants, comment il faut les élever, mais en tout cas, ça sert de consommateur pour les produits du monde occidental. Donc, Simone Gbagbo a essayé de déconstruire les systèmes de pouvoir en Côte d'Ivoire.
Et ça, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est pour ça qu'on l'a condamné à 20 ans de prison en inventant toutes sortes de choses, toutes sortes de crimes qu'elle aurait commis. Avant même de se poser la question de savoir s'il faut juger son mari, on l'avait déjà condamné à 20 ans de prison pour des crimes qu'elle n'a pas commis et à 10 ans de privation de ses droits civils. Donc, Simone Gbagbo, je crois que si je ne suis pas dans les temps ou si j'ai dépassé, ça fait une demi-heure. Donc, donc, je vais essayer de m'arrêter là parce que j'aurais voulu parler de Simone Gbagbo, l'intellectuelle engagée, comment elle a essayé de faire la politique en intellectuelle engagée, tout son parcours intellectuel, syndicaliste, chercheur, professeur. Elle a formé des Ivoiriens, des hommes et des femmes à cette idéologie alternative de savoir comment on doit reconstruire et comment fonder la Côte d'Ivoire sur une alternative qui fait rupture avec tout le système que l'Occident a mis en place pour dominer les Africains et les déshumaniser et les massacrer in vitam aeternam. Donc, elle a essayé de déconstruire ces systèmes et c'est pour ça qu'on l'a transformée en sorcière, en tout ce qu'on a voulu. Et la presse occidentale a inventé toutes sortes de crimes qu'elle aurait commis, qu'elle faisait pour essayer d'embrigader les jeunes Ivoiriens. Ce qui fait que finalement, Simone Gbagbo est aujourd'hui comme une militante martyrisée, parce que, comme Winnie Mandela que j'évoquais tout à l'heure, elle a souvent été devant de ses camarades ou à côté pour réclamer l'avènement d'une Côte d'Ivoire démocratique, juste et souveraine. Mais ce qu'on ne comprend pas, ou les gens qui ne savent pas comment fonctionnent ces pays et ces régimes et ces pouvoirs en Afrique, ils ne comprennent pas comment, de la même manière que Laurent Gbagbo bénéficie quand même d'une publicité planétaire, Simone Gbagbo doit croupir 8 ans en prison dans l'indifférence totale et dans une chape de silence qui fait que quand vous vous levez pour dire qu'il faut libérer Simone Gbagbo, la première question qu'on vous pose c'est que est-ce que tu sais, est-ce que tu la connais cette femme? Est-ce que tu sais de quoi tu parles? Bon, moi j'ai un ami, bon, mais ça a été aussi un des gens qui ont consacré leur vie à combattre ce système au Cameroun, qui en signant la pétition pour Laurent Gbagbo a fait ce commentaire: quelque chose doit aussi être fait rapidement pour la camarade Simone Evienne Gbagbo. Alors, Simone, une féministe au pouvoir, bon, peut-être qu'on aura le temps d'en reparler, mais je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de femmes en Afrique qui aient essayé de déconstruire les pouvoirs qui nous oppriment depuis tant d'années, comme Simone Gbagbo. Et je pense que pour avoir essayé, c'est vraiment une féministe qui a fait évidemment beaucoup de choses pour les femmes en Côte d'Ivoire, beaucoup de choses qu'il n'y a que des femmes ivoiriennes peut-être qui pourront le dire pour l'instant, puisque nous n'avons pas vraiment de livres. Mais ce que je constate, c'est que Simone, dans le livre qu'elle a écrit là, elle dit qu'elle passe le flambeau à la jeunesse. Elle passe le flambeau à la jeunesse pour un idéal démocratique simple, mais incontestablement fort. Elle a juste essayé d'énoncer les raisons d'agir ensemble pour fonder des communautés d'action publique où l'agir commun procède d'une délibération exprimant l'intelligence collective de la multitude, celle des gens ordinaires qui s'associent pour inventer un art de vivre ensemble. Je crois que c'est ça que nous appelons le féminisme, et c'est ça le féminisme de Simone Gbagbo. Ce qui me fait dire ça, c'est que j'ai reçu, pendant qu'on préparait cette rencontre, un texte, je ne sais pas, c'est signé Simone Gbagbo. Abidjan, le 20 juillet
le 20 juin 2018. Et là-dessus, Simone Gbagbo appelle à se solidariser avec les victimes des inondations en Côte d'Ivoire. Ça, c'est le féminisme des femmes. Être toujours dans l'urgence et en même temps penser à la transmission aux enfants, à l'avenir des jeunes Africains et de la jeunesse africaine et à l'avenir de tous ces enfants que nous avons mis au monde et que Simone Gbagbo, là où elle est enfermée aujourd'hui, même si personne n'a de ses nouvelles, elle continue à penser aux urgences du moment et à se demander qu'est-ce que la jeunesse africaine va faire dans l'avenir pour donner naissance à l'autre humanité. Et je vous assure, l'autre humanité ici, ce n'est pas l'autre comme on a l'habitude de le dire ici, hein, c'est l'autre humanité. Un jour, j'ai eu le malheur de dire devant mon mari que peut-être quand on parle de cette autre humanité, peut-être qu'il s'agirait en fait de l'humanité selon les femmes. Alors ça a donné lieu à un débat très virulent, que comment je vais toujours tout ramener aux femmes. Mais parce que je ramène toujours les choses aux femmes, parce qu'on voit que l'humanité telle que les hommes essayent de la gérer depuis 3000 ans, on va dire seulement pour abonder dans le sens de Tony qu'elle ne va pas bien. Donc je pense qu'il est temps que les Africains donnent l'exemple et essayent de laisser les femmes un peu diriger nos pays. Et moi, je ne désespère pas de voir Simone Gbagbo diriger la Côte d'Ivoire si jamais elle s'en sort vivante. Je vous remercie. Merci beaucoup, Marie-Louise. C'était très instructif. Bon, comme nous l'avons dit tout au début, la conférence n'est pas forcément, n'est pas seulement une conférence où on échange des idées et puis on monte au Cameroun, on va au quartier. C'est-à-dire qu'on retourne à ses activités. C'est vraiment pour préparer le 31 juillet. Et je voudrais déjà remercier Tony qui, avant d'introduire la dimension de l'influence et du plan impérialiste, je peux ainsi dire, dans la création même de cette situation en Côte d'Ivoire, dans le maintien de la CPI et de cet outil entre les mains de ceux qui l'utilisent pour leurs intérêts, a proposé quelque chose de concret qui était une série de dates, et en tout cas de moments forts et de rencontres. Je me demande, bon allez, en même temps, on va donc forcément faire un peu ce jeu d'échange entre la salle et les intervenants, mais avant cela, je vais donner la parole à notre sœur Georgette Nekalo, qui est venue de France aussi, et qui aussi est engagée en tant qu'Ivoirienne ici pour le cas de Madame Gbagbo spécifiquement, dans cette lutte depuis plusieurs années dans le FPI, et qui nous dira aussi un mot parce que c'est un témoin. Je vais plus apprendre un peu à ce titre-là en même temps de cette actualité dont nous parlons. Mais donc voilà, il y a l'idée que dans tout ce que nous allons faire, il faut toujours un objectif qui aboutisse à faire réussir le 31 juillet et préparer aussi les rencontres avec soit des parlementaires européens, soit des parlementaires, ou en tout cas médiatiser la situation de Simone Gbagbo. Pour bien la formuler comme ça, c'est la médiatiser afin de créer ce rapport de force, au moins dans une opinion, qui permettrait de s'appuyer sur ce rapport de force pour faire avancer les choses pour elle. Madame Nekalo. Je voudrais remercier l'Assemblée, remercier la table des séances. Mais bien avant, je voudrais aussi remercier la camarade Marie-Louise et louer son courage parce qu'elle traverse une période assez difficile. J'ai connu Marie-Louise en 2016 dans nos différentes activités en ce qui concerne la crise que nous traversons, que la Côte d'Ivoire traverse surtout, et nos différentes activités politiques à Paris. Et tout de suite, je l'ai sentie comme femme engagée. Son mari était malade et donc elle était venue pour les soins de son mari. Et à nos différentes réunions, l'idée de la conférence, de la mobilisation des femmes a commencé à surgir.
et avec elle. Cher ami, je voulais te dire merci. Merci pour tout cela. Et je voudrais aussi, sans aucune prétention, demander à la salle, à l'Assemblée, d'observer une minute de silence pour M. Teki, qui est un ami à nous et qui nous a quittés il y a 2 mois. S'il vous plaît. Merci. Parler de Simone Gbagbo, ce n'est jamais une chose facile, mais en même temps chose très aisée et passionnante. Le thème de la conférence, c'est « Solidarité pour Simone Gbagbo ». Ça en dit long et c'est profond. Donc je disais pour les conférenciers, en tout cas pour ceux qui ont organisé cette activité, surtout le COGEP, je dis merci d'avoir pensé à cette grande dame. Simone Gbagbo, je voudrais, en plus de ce qu'a dit la sœur Marie-Louise, la présenter d'une autre façon. Simone Gbagbo, en tant que petite fille d'un gendarme, est née d'une fratrie de près de 20 enfants. Très tôt, elle va quitter la famille et aller à l'école dans les... Comment vous appelez là? Dans les écoles catholiques. D'où, pour ceux qui le savent, elle a été longtemps la responsable ouest-africaine de la jeunesse catholique qu'on appelle la GEC. Très longtemps, jusqu'à ce qu'elle soit à l'université. Simone Gbagbo, donc, cette jeune fille, très famille d'ailleurs, qui prend à bras le corps ses problèmes familiaux au sein de sa famille. Après sa licence et sa maîtrise, donc, elle va rentrer dans le corps enseignant. Elle va enseigner déjà au collège et au lycée ensuite. Elle va se marier d'abord à M. Eouma. Elle aura de cette première union 3 enfants. 3 filles, 2 jumelles, l'aînée plus 2 jumelles. Et à la suite de sa lutte, elle va rencontrer son camarade de lutte qui est Gbagbo Laurent. Je voudrais, si vous permettez, me lever et qu'ensemble, nous voyons ces images qui sont là. Elles sont tellement parlantes. Vous avez choisi comme image. Je regarde Simone Gbagbo en tant qu'enseignante qui, après la maîtrise, veut bien continuer les études. Elle fait un doctorat en lettres modernes et elle arrive à l'université, toujours dans sa fougue combattante. Elle va être la secrétaire générale du grand syndicat, pour ceux qui sont ivoiriens, de SINARES, le syndicat des enseignants du supérieur. Et donc, il y aura une crise qui va conduire celui qui devient son mari en exil, et elle qui gère donc le SINARES, elle va s'en prendre avec le ministre d'alors qui était à Koutoyao, pour ceux qui sont ivoiriens, qui va... tous les maux de la société seront mis au compte du SINARES et d'intercation en intercation, elle va lui porter main. Et c'est sa prison. Cette photo qui... Donc, elle sera arrêtée et ils vont donc la conduire dans une maison d'arrêt et on va lui faire prendre cette photo. Simone Gbagbo, donc, son mari en exil, 6 ans d'exil. Elle a 2 petites filles qu'elle va élever toute seule pendant ce temps. Et ceux qui savent, comme elle aime le dire, la dictature de Feu Houphouët-Boigny, qui n'était pas un jeu, pendant qu'elle est femme politique en train d'essayer de comprendre la lutte que son mari mène ici, parce que lui, il est venu en exil pour faire connaître le mouvement qui entre-temps est né, le Front populaire ivoirien, qui est un parti social-démocrate. Elle va rester sur place, mais elle sera toujours dans la griffe du pouvoir. Et lorsque le président Laurent Gbagbo rentre et qu'ils font le congrès constitutif en 88 et que le parti va être officiellement connu en 90, Simone Gbagbo donc va briguer
va demander le suffrage pour être députée. Et la première année, ça ne va pas marcher. Mais ensuite, elle sera élue députée après. Donc, députée d'Abobo, je crois que c'est cette image-là. Députée d'Abobo. Son mari aussi sera député dans sa région, dans sa localité, à Gagnoa, donc à Oregayo. Et on va commencer véritablement à connaître cette femme qui, en tant que femme engagée, femme politique, qui est une épouse tout à fait accomplie. C'est-à-dire, vous la trouvez à son domicile, c'est madame l'épouse, aux soins de sa famille, de ses enfants, de son époux. La casquette de la femme intellectuelle sera mise de côté. Figurez-vous déjà, je vous ai dit, elle enseigne à l'université, donc elle a déjà fait son doctorat en lettres modernes et elle est en train de préparer un deuxième doctorat en histoire. Mais pendant ce temps, quand vous arrivez chez elle, vous êtes contente de la voir. C'est l'épouse. Nous allons donc, je viens ici, cette image que vous voyez, c'est l'image du 27 octobre 2000. Le président Laurent Gbagbo venait d'être investi. Et donc là, on était là, à notre grande surprise, elle s'est mise à pleurer. D'aucuns se demandaient, mais pourquoi pleure-t-il? Son mari vient afin d'être élu. Mais elle pleure parce qu'elle a pensé à tout ce qu'elle a pu traverser. Tout ce qu'ils ont pu traverser. Et les prisons, les arrestations, les mises en demeure, les assignés à résidence. Elle a commencé là, c'était donc à cette époque-là. Mais en même temps, elle ne va pas baisser les bras. Elle va continuer sa lutte en tant qu'épouse, en tant que mère, en tant que syndicaliste, en tant que femme politique. Simone Gbagbo dont nous parlons est une femme entière, totale, accomplie. Je voudrais, quand vous voyez les images là où ils étaient au pouvoir, vous le voyez bien, c'est là, le jour de l'investiture, après leur sortie de façon officielle devant la nation, c'est ici. Et lorsque la crise a éclaté, vous voyez bien là-haut, là-bas, c'était en 2004, devant l'hôtel Ivoire, où les Français étaient en train de bombarder tous les jeunes qui étaient sortis. Après 4 jours devant l'hôtel Ivoire, qui est un grand hôtel chez nous en Côte d'Ivoire, à la résidence de Coco, elle est venue là nous saluer ce jour-là. Et c'est là qu'elle a pris la photo avec Blé Goudé. Simone Gbagbo, nous n'en finirons pas d'en parler. Au sein de son parti, c'est une responsable. Elle est membre fondateur du parti qu'on appelle le Front Populaire Ivoirien. Elle était chargée de la formation politique. Donc, elle était chargée de la formation politique. Je suis enseignante de la voie pédagogique, ne vous inquiétez pas. Les enseignants parlent souvent. Merci. Ça va pas, c'est pas pour la salle, c'est juste pour la caméra. D'accord, ben bon, d'accord, ok. Donc, je disais, ça peut? Il ne faut juste pas appuyer, voilà. Voilà, ici, tu peux appuyer. Ah, il ne faut pas toucher. Voilà. D'accord, désolé. Donc, je tiens comme ça, je crois que ça va aller. Donc, Simone Gbagbo, donc, je disais, est responsable. Je n'ai pas touché, hein? Voilà. Est responsable de la formation politique au sein du parti. Mais c'est son idée. Son idée est que les pays africains se lancent dans la politique sans savoir quelle idéologie. J'ai cru entendre tout à l'heure, personne ne connaît l'opinion politique de Simone Gbagbo. Elle est socialiste. Et donc, lorsque, en tant que secrétaire national chargé de la formation politique, pour les jeunes que nous on était, elle nous demandait de nous investir dans l'activité politique. Donc, sous son idée, au premier congrès, donc, elle va demander la création de ce qu'on appelle l'école du parti en ce qui concerne le Front Populaire Ivoirien.
Donc, elle sera la première responsable. Et votre modeste personne que je suis, la modeste personne que je suis serait son adjointe. Tellement elle voulait insuffler, ingérer les filles dans l'organisation. J'étais à l'époque en première année d'université. C'était en 92-93. Donc, moi j'étais son adjointe et ça choquait plus d'un puisqu'ils étaient tous des professeurs d'université. Voici une petite qui vient de la terminale qui est avec eux. Ça les choquait un peu, mais bon. C'était la formation. Et donc, dans cette école du parti, elle va insister qu'il y ait la parité. C'est-à-dire, dans les différents textes de notre parti, elle va insister pour qu'il y ait la parité. De sorte à ce que les femmes africaines et les femmes ivoiriennes en particulier soient dans les instances de décision de leur parti et donc au plus tard de la nation. Et elle a toujours œuvré pour ça. Pour elle, la petite fille doit aller à l'école. Elle ne doit pas rester à la maison, à faire la vaisselle, à aider maman à aller au marché. Non. La lutte de Simone et Yves Gbagbo, c'était que toutes les petites filles à l'âge d'aller à l'école, comme les petits garçons, doivent être inscrits. Et la campagne en Côte d'Ivoire a été faite. En tout cas, sur ce plan, Houphouët-Boigny ne nous avait pas mis les bâtons dans les roues. Nous avons sillonné toute la Côte d'Ivoire, et particulièrement le nord de la Côte d'Ivoire, où les petites filles n'avaient pas droit à aller à l'école. Et d'où, à 15 ans, elles étaient extraites de l'école pour aller se marier. Et nous leur avions dit non. On doit aussi donner la chance à la petite fille d'aller à l'école, de s'instruire, tout comme le petit garçon. Ça, c'est l'œuvre de Simone Gbagbo. Simone Gbagbo, s'adressant aux femmes dans les différents marchés en Côte d'Ivoire, c'est que les femmes ne doivent pas être des actrices passives. Elles doivent être actives. Quand vous prenez le secteur économique en Côte d'Ivoire particulièrement, que je connais, c'est un secteur informel, dirigé par les femmes. Et elles leur demandaient de s'organiser en coopérative, de sorte à pouvoir vivre des retombées, des bénéfices de leur commerce. Ça, c'était son œuvre. Donc, pour en arriver à la femme politique, à l'enseignante, à l'éducatrice, en tant que députée, dans sa localité, elle a fait construire des écoles pour mettre en avant l'idée qu'elle avance dans son parti. Elle a organisé des femmes. Les différents marchés, chez nous en Côte d'Ivoire, pour ceux qui sont ivoiriens, chez nous, les marchés sont tenus par les femmes qu'on appelle, enfin, d'une certaine région, d'où je viens d'ailleurs, les femmes bourreaux. Elles ont la capacité de commercer, donc elles sont dans les marchés. Elle va donc les organiser. Et à chaque fois, elle va passer dans chaque marché pour demander à ces femmes-là qui sont organisées en coopérative comment faire pour faire venir leurs vivriers sur les marchés dans les grandes villes. Donc, sous son idée, ces femmes-là vont s'organiser, elles vont acheter des gros camions de 10 tonnes par marché. Et donc, ça permettait à ces femmes-là de faire évacuer leur production dans les grands axes, dans les grandes villes, pour pouvoir les écouler facilement. Donc, je ne pourrais pas tout citer. Je voudrais m'arrêter là en ce qui concerne Simone Gbagbo et son opinion pour dire effectivement, Marie-Louise, tu ne te trompes pas quand tu dis qu'elle est une féministe. Oui, c'est une féministe. C'est cette femme-là qui se bat pour la liberté totale de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire et particulièrement de la femme. Donc, vous voyez, c'est ça qui a été son péché mignon. Et là, vous voyez sur cette image ce qui s'est passé le 11 avril. De notre sentiment de personne, d'humain,
comment diable peut-on traiter une personne comme ça? Moi, je n'ai jamais eu le courage de regarder les vidéos ou les films qui montrent. Elle a été tellement humiliée, maltraitée, frappée. D'aucuns vont plus loin. Violée, je n'ose même pas y penser. Oui, je suis d'accord. On n'en fait pas assez. On n'en fait pas assez pour Simone Gbagbo. Oui. Elle souffre dans sa chair d'épouse parce que son mari est dans les fers. Mais elle-même, elle y est. Elle souffre dans sa chair de mère séparée de ses enfants. Tu n'as même pas le droit de lui rendre visite. Elle souffre dans sa chair d'enfants venant d'une famille. Elle ne reçoit aucune visite des membres de sa famille. Oui, nous devons nous lever, nous mobiliser pour Simone et Yves Gbagbo. En cela, je voudrais conclure mes propos et vous dire merci. Et qu'ensemble, nous devons être partout où nous devons être pour que sa cause soit entendue. Je vous remercie. Merci beaucoup, chère sœur combattante. Elle a tout dit en concluant ainsi. Et je vais sacrifier, donc nous n'allons pas la faire longue, hein, parce qu'on avait dit qu'on ne va pas non plus arriver jusqu'à minuit. Il est déjà 20 h pratiquement. Je propose que nous fassions encore grand maximum, ça devait commencer à 17 h, grand maximum 40-45 minutes. Alors, nous sommes ici, il faut quand même le dire un peu, entre convaincus, sauf s'il y a quelqu'un ici qui a une information à demander par rapport à ce que l'un et l'autre ont dit, en termes, je dirais, plutôt intellectuels. Mais je pense que nous sommes pratiquement convaincus. Et donc, ce qui est important, c'est d'aller directement à comment nous organiser pour que le 31 soit une réussite. Parce que c'est ce que nous avons tous, c'est notre objectif à nous tous. C'est pas seulement le 31, parce que le 31 n'est qu'une étape. Marie-Louise voit déjà les 3 prochains milliers d'années dirigés par l'amour, le courage et la beauté. Bon, nous, on va commencer par le 31. Et la libération de Simone, ça sera un grand jour ce jour-là. Donc, c'est dans cet esprit, et lui, Tony, voit dans la chute de l'impérialisme, n'est-ce pas? Chacun d'entre nous a peut-être un sous-objectif, mais au moins nous avons un objectif commun et clair, c'est la libération de Simone Gbagbo. Je vous donne donc la parole, s'il vous plaît. Vraiment, vous avez vu, il n'y a que 4 personnes qui ont parlé entre-temps. Donc, s'il y a moyen de faire maximum 2 minutes, les uns et les autres, ce serait bien. Parce que si on s'engage chacun dans une conférence, là, on est parti pour minuit, on n'aura rien décidé. Donc, permettez, donnez-moi le pouvoir de vous interrompre si ça va trop long. Ça dure longtemps. Allez, j'ai vu monsieur qui a levé la tête. Je ne sais pas si que Bernard voulait aussi dire un mot. Oui, il a levé la main, n'est-ce pas? Je vais te donner à tout seigneur, tout honneur, hein, quand même. Hein, je le connais, donc je peux le charrier. Oui, c'est bien. Voilà. En tout cas, merci. Merci. Jeune homme, merci. Madame Marie-Louise, je vous remercie beaucoup. Je fais partie des gens, des types de colibris qui apportent leur petite pierre à l'édifice du combat du RPI, et je crois de longue date. Je ne serai pas long. Quand vous avez vu au début, comme maintenant, en France, en Belgique, au Canada, en tout cas, il y a eu des combats. On a marché pour la bonne cause que nous défendons aujourd'hui. On a pris notre président momentanément, mais nous luttons dans tous les pays du monde. Vous avez parlé de la pétition et tout ça. Au début, c'était dans les rues. On a dit non, mais il faut quand même changer le système. Il faut se battre autrement. D'où les pétitions et tout ça. Ce que je voudrais dire, c'est que dans nos pancartes, je vous ai vraiment écouté, dans nos pancartes, dans les rues, parfois la photo de Simone Gbagbo était dissimulée là-dedans. On devait tous, les deux dirigeants que nous avons, on devait les mettre au même niveau. Et moi, je ne suis pas venu faire un mea culpa, même si ça y ressemble. On n'a pas beaucoup mis en avant, comme Jean-Michel a bien développé, la cause
derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame. Et c'est le cas de Simone Gbagbo. Nous ne l'avons pas assez présenté comme l'une des personnes pour laquelle nous combattons. Peut-être qu'on a dit inconsciemment que si Laurent Gbagbo est libéré, alors tout le reste va suivre. Mais quelque part, c'est un plan. Il fallait décomposer les choses. Les femmes, la lutte pour Gbagbo et nous les hommes. Mais enfin, toujours est-il que, comme la situation était comme ça, quand il m'a appelé, il dit, mais quel est le sujet? Il dit, solidarité autour de Simone Gbagbo. Je me suis dit, je dois y être. Il m'a enculé parce que tous les ingrédients étaient réunis pour que je ne vienne pas. Voilà, tout à l'heure, on s'est... Voilà. Donc ici, la situation est comme ça. Je vous remercie de penser profondément à Simone Gbagbo, même si on n'est pas toujours présent dans la lutte pour sa cause personnelle et qu'on a mis tout dans la globalité. Je vous assure que nous avons une pensée émue pour vous tous qui luttez pour Simone Gbagbo et pour elle-même. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bernard. Et parlant aussi de sa... En donnant la parole, parlant de sa pensée politique, je n'ai pas voulu répondre parce que je me suis dit, je n'ai plus la mémoire comme fraîche, mais je me souviens avoir lu ce bouquin en fond, en large, et tiré justement de ce qu'elle avait écrit, sa pensée politique, quand je l'avais présenté ici à Bruxelles en 2007. Mais bon, comme on est plus jeune... Aussi l'équipe, notamment le COSER, qui a pensé à organiser cette rencontre qui, ma foi, nous aura permis de comprendre beaucoup de choses et éventuellement de réviser notre position et notre comportement même vis-à-vis de l'appréciation qu'on donnait à Madame Simone Gbagbo. J'ai été interpellé par tous les propos des conférenciers, mais plus particulièrement par le propos de M. Tony. Dans la mesure où il a mis en avant le fait que la libération de Mme Yves Gbagbo et par elle, je veux bien comprendre la libération de tous les prisonniers qui sont détenus par le biais de l'impérialisme, devait se faire d'abord en Afrique. Je l'interpelle à ce sujet parce que j'aurais voulu qu'il aille un peu plus loin dans son propos. Dans la mesure où on sait que même en Afrique, des actions sont organisées pour pouvoir libérer ces personnes-là. Malheureusement, nous voyons que l'impérialisme dont il parle a encore ces tentacules qui permettent l'installation de dictateurs, excusez-moi du propos pour certains, de dictateurs qui empêchent cette expression de manifestation, cette expression d'action pour pouvoir libérer les personnes au niveau de l'Afrique. Donc, j'insiste sur le fait qu'il nous donne éventuellement, s'il a des pistes de proposition concernant cela, pour savoir ce qu'on peut faire au niveau de l'Afrique pour pouvoir libérer nos illustres prisonniers. Merci beaucoup. Voilà, merci. Ouais. Moi, c'est Victorin. Bon, les anciens me connaissent. Alors, nous sommes des gens qui ont lutté depuis le matin et on continue à lutter. Je vais répondre rapidement la phrase de notre camarade de derrière. Bon, nous savons, les gens qui dirigent l'Afrique actuellement, ils ne sont pas au service de l'Afrique. Ce ne sont pas les Africains qui les ont mis là. Donc, disons, c'est pas à Tony c'est bon. C'est pas à Tony de nous aider. C'est pas à Tony de nous aider à pouvoir lutter pour
la construction de l'Afrique et tout et tout. Tony doit être un conseiller. Toute lutte doit venir de l'Afrique. Nous devrons nous organiser autrement. Nous devrons nous pouvoir, et qu'on appelle, essayer de mettre les gens à notre service. Les gens qui sont là ne sont pas à notre service. Ça, c'est très important. Maintenant, l'organisation est que maintenant, nous avons des universitaires, nous avons des sages. Essayons de rentrer, parce que j'entends ici, la plupart des gens, ils disent oui, je suis, comme on appelle, il y a une structure, là, comme vous appelez ça, et franc-maçon. Franc-maçon. Vous ne pouvez pas être franc-maçon, aller construire l'Afrique. C'est une structure qui est faite pour pouvoir piller l'Afrique, pour pouvoir étouffer l'Afrique. Donc nous devrons avoir une structure née de l'Afrique, spécialement de l'Afrique. À partir de là maintenant, il y aura une conscience africaine. Donc nous allons commencer par la conscience africaine. Commençons par la conscience africaine, nous allons pouvoir libérer. Donc tous ceux qui se sont levés le matin pour pouvoir lutter pour l'Afrique, ils ont été tous étouffés. Donc maintenant nous allons prendre autre voie. Prenons autre voie, parce que pour le moment, qu'on appelle l'impérialisme, les Servalais ont plus la possibilité d'étouffement. Donc réfléchissons, rentrons dans les universités et voyons comment pouvoir reconstruire maintenant. Parlons pas que les élections viennent de nous dire. Merci. Merci. Ben, moi, je voudrais revenir pour encore remercier donc, tout le monde. Moi, je voudrais simplement m'inspirer de ce que une personne que moi j'ai beaucoup aimé, qui s'est dit que c'est le capitaine Thomas Sankara qui disait: ceux-là qui exploitent l'Afrique sont les mêmes qui exploitent l'Europe. Pauvres de l'Afrique, pauvres de l'Europe, nous avons un ennemi commun. Et là, nous parlons effectivement de l'impérialisme. Voilà. Il ne faudra pas qu'on se limite sur un impérialisme, comment dirais-je, moi je suis plutôt qu'on parle de macro. Voilà, il ne faut pas qu'on se limite à un impérialisme qui s'exprime en Côte d'Ivoire ou qui s'exprime à Abidjan. L'idéologie elle est dominante et elle concerne tout le monde. Donc c'est vraiment une guerre de classe. Voilà. Donc moi je voudrais donc qu'on puisse effectivement mettre en place une structure qui va réunir donc la classe qui lutte effectivement à Abidjan, comme en Afrique partout, avec ceux qui sont en Europe. C'est pour dire que Tony, effectivement, à partir d'ici, Madame Louise aussi, à partir d'ici, peut mettre effectivement des structures en place qui peuvent effectivement collaborer avec les structures qui sont déjà sur place à Abidjan, pour pouvoir travailler ensemble et contribuer donc à la libération de notre maman Simone Babo. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc quand tu parles d'aliénation et sous-humanité, c'est le fait qu'on interdit au peuple, et le peuple a intégré ça aussi, que la politique, c'est pas pour nous. C'est pas pour le petit gens. C'est pour ceux en haut. Et donc ça c'est une grande faiblesse, parce qu'en Afrique, pour changer les rapports de force, il faudrait le nombre, il faudrait avoir que ces gens en bas commencent à faire de la politique et commencent à se mêler des choses. Et donc, bon, ce n'est pas quelque chose, comment dire, un procédé ou une formule magique qui va résoudre ça. Donc, il faut le chercher. Donc, je dis, par exemple, je donne un exemple de Laurent Désiré Kabila, qui, dans des conditions quand même difficiles à faire tomber la dictature de Mobutiste, conditions difficiles dans le sens que c'était une période dans laquelle il y avait l'euphorie du capitalisme mondial, qui pensait qu'il avait gagné, c'était la fin de l'histoire, et tout le monde qui osait encore aller contre le Fonds monétaire international, contre les États-Unis, etc. C'était des fous, c'était des suicidaires. Dans ces conditions-là, il a quand même essayé d'avancer et de chercher comment faire de ce peuple un acteur. Il a échoué, ok, mais il a essayé, et il faut continuer à essayer, et il faut, selon moi, chercher des formules pourquoi ça a échoué et comment on va le faire marcher. C'est là. Voilà, c'est donc en quelque sorte le capitalisme qui continue, mais dans un stade suprême. Oui, voilà. Voilà. pour rattraper un classique. Bon, alors, Marie-Louise, il y a quand même eu cette interpellation de notre frère ici,
toi, tu as fait toute ton activité politique en Afrique. Ça ne fait que très très peu que tu es entre guillemets en diaspora. Ça fait à peine quelques années. Donc, tu pourrais encore être considérée plutôt comme une actrice du terrain. Est-ce qu'effectivement, l'organisation, il faut s'organiser, créer une conscience africaine, ne pas entrer dans les groupes qui sont inféodés à l'impérialisme et tout ça. Est-ce que cette conscience africaine, elle est possible aujourd'hui? Enfin, tu peux répondre à autre chose. Oui, non, mais oui, non, mais je pense que moi je viens ici là, enfin, je suis venu ici dans la diaspora pour me reposer, hein, parce que nous, nous on a essayé pendant des années 70. Moi, je suis rentré au Cameroun en 69, donc vous voyez, on dit toujours qu'on a tout essayé, mais on a tout essayé, bon, et puis on se rend compte que, moi je disais à Tony l'autre fois quand il disait la solidarité entre les peuples, je disais mais de quel peuple il s'agit? C'est qui les peuples en Afrique? C'est des gens qui sont anéantis complètement, je veux dire, il faut déjà survivre, donc comme il dit, faire la politique, tout ça là, bon. Mais je dis, il n'y a pas, on ne désespère pas, parce que les choses que nous avons quand même écrites, je pense que, comme je disais tout à l'heure, que à l'anniversaire, à la commémoration d'un an après la mort de Max, il y a eu 3000 personnes, alors que quand on l'a enterré, il n'y en avait que 11, et que lui aussi a été pourchassé dans toutes les capitales européennes et tout, donc, et que quand même le marxisme a quand même bousculé un peu cet édifice capitaliste-là avant qu'il ne récupère les choses. Donc moi, mon souhait, c'est que les femmes bousculent, que les femmes doivent bousculer, parce que d'abord elles ont été tenues à l'écart, parce qu'elles ont une autre façon de faire la politique, comme je disais tout à l'heure. Elles voient l'urgence là, qu'est-ce que les enfants vont manger ce soir. Mais il faut aussi penser que bon, les élections en Afrique, ça n'a pas de sens. Dans un pays comme le Cameroun, tout le monde sait déjà que les élections ne servent à rien. Mais ils arrivent quand même à embrigader les gens pour aller aux élections, et pendant que le pays est coupé à moitié, qu'il y a des massacres tous les jours dans le reste du pays. Donc moi je dis, les gens de ma génération, il faut être humble et réaliste et dire qu'on a fait ce qu'on a pu. Voilà, on a passé le relais à une jeunesse, c'est ce que Simone dit dans son livre, elle passe le flambeau. Elle dit qu'elle aurait bien voulu que son livre-là, que le maximum de femmes le lisent. Mais combien de femmes peuvent lire en Afrique, surtout un gros livre comme ça. Donc, on a fait ce qu'on a pu. Et comme dit Tony, bon, il va falloir trouver des nouvelles façons. Moi, mon mari, l'intervention qu'il fait dans ce petit livre, à cette conférence de Paris, il nous disait que la mobilisation dans les années à venir se fera sur Internet, par les multimédias, parce que maintenant, même au fin fond de mon village, les gens cherchent sous quel arbre se mettre pour avoir WhatsApp. Donc, bon, s'il reste toute la journée sous un arbre, peut-être qu'un mot d'ordre qui est passé en Belgique peut lui arriver. Donc, je pense qu'on doit aussi essayer d'exploiter toute cette technologie-là, qui, il faut le dire, se fait quand même avec les ressources africaines. Donc, moi, je suis là pour me reposer et pour réfléchir avec des amis comme Tony à qu'est-ce qu'il faut faire pour débloquer la situation, pour qu'il y ait une nouvelle solidarité qui remarche, quoi, parce que pour l'instant, on a vu que les limites de l'ancienne solidarité. Donc, il faut qu'on retrouve des méthodes modernes de lutte, et c'est à ça qu'on appelle les jeunes, là, comme le COGEP, à se mobiliser pour essayer de sortir Simone Gbagbo d'abord de prison. Et comme j'ai dit, si elle sort de prison, peut-être qu'elle pourra diriger la Côte d'Ivoire autrement. Merci beaucoup. Voilà, je voudrais vraiment remercier tout le monde
et en tout cas pour le temps qui est mis, et puis bon, pour votre patience, je voulais vraiment vous remercier. Mais nous allons rentrer vraiment dans le concret, parce que voilà, c'est le 31 juillet, c'est la journée internationale de la femme africaine, et il faudrait qu'on soit mobilisé. Ici, c'est vraiment, vraiment l'objectif. Il y a le camarade, le représentant de COGEP Allemagne, Esmaël, qui vient d'arriver, et donc ça tombe bien, parce que toutes ces personnes qui viennent de France, de l'Allemagne, on doit être vraiment unis, et vraiment pour mobiliser en Allemagne, en France, un peu partout, pour que le 31 juillet, ici à Bruxelles, qu'il y ait le maximum de personnes. Ici, il y a le grand frère Guy Tounan qui est là, du FPI, il y a le camarade Joachim et mon frère Yapi Clovis qui sont là, qui sont du FPI. Donc, il y a aussi le représentant de UNG, enfin, l'un des membres de UNG qui est aussi là. Donc, la solidarité, c'est maintenant. Je pense que Moïse va vous donner un peu le contour parce que le comité s'est ouvert à tout le monde. Voilà. Merci beaucoup. C'est ce que j'allais dire, parce que tu avais dit il faut qu'on regarde dans les réseaux sociaux. Je pense que ce qui serait peut-être important, c'est donc de revenir sur les propositions de comment nous nous mobilisons d'abord en réseau, que ce soit sur des réseaux sociaux, la première chose. Quelles sont les informations qu'on fait passer? Quels sont les outils ou les mots d'ordre auxquels on appelle les gens? Donc je pense qu'il faut peut-être que très très rapidement, parce que le 31 juillet c'est dans un mois, donc il faut déjà que les outils de communication soient plus ou moins élaborés et qu'on se donne un deadline, je ne sais pas, d'ici une semaine. Tout à l'heure, j'écoutais notre sœur Nekalo, je me disais c'est vrai que moi-même, j'ai fait un peu, on a regardé la vie de Simone, mais c'est important que, parce qu'il paraît que les vidéos, ça marche beaucoup maintenant, ce serait vraiment important qu'on mobilise aussi des femmes. Parce que, je veux dire, pour atteindre l'objectif, il faut qu'il y ait beaucoup de femmes, et pas seulement des militants hommes que nous sommes, et qui vont venir par militantisme ou par adhésion, mais qui seront présents. Il faut qu'on mobilise des femmes. Donc je pense que c'est important qu'un message de type, excuse-moi d'employer encore le mot type, un message féministe, soit quand même diffusé dans des réseaux, et je connais beaucoup de jeunes femmes ici en Belgique qui ont d'ailleurs organisé à l'ULB il y a à peu près 2 mois, à peu près un colloque comme ça d'afroféminisme avec des Rokhaya Diallo, avec plein de femmes. Donc ce type de message, il faut absolument que, par exemple, ce qu'elle a dit, et je trouvais qu'il y avait, heureusement qu'on a ça en vidéo, il y a des parties de ce qu'elle disait, je me disais, ça, on l'entend. Je vois des jeunes filles qui sont dans le collectif Mémoire coloniale, dont je suis membre du comité de pilotage, elles entendent ça et elles viennent tout de suite. Parce qu'il y a peut-être des jeunes femmes ici qui ne connaissent pas Simone Gbagbo, parce que déjà elles sont d'origine congolaise, ça parle de Côte d'Ivoire, elles ne sont pas politisées, c'est une politique africaine, elles sont plutôt ici en Belgique. Donc il y a beaucoup de raisons pour lesquelles des jeunes filles peuvent ne pas connaître Simone Gbagbo. Mais à travers ce genre de mobilisation, elles vont la découvrir et elles vont elles-mêmes aussi mobiliser d'autres. Je pense que c'est vraiment important qu'on ait rapidement des messages. Donc, qui va faire ces messages? Je pense que c'est ça. Ça, c'est déjà une première chose. C'est que pour communiquer, pour mobiliser, il faut un message. Il faut un appel. Il faut un message et un appel. Il faut le concocter, ce message. Et puis après, il va circuler dans les réseaux. Donc, je me demande qui peut donc... Tu voulais dire quelque chose, ma soeur Georgine? Bon, maintenant, je pense qu'on peut parler peut-être hors micro, hein.